Good morning, good afternoon, Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à cette session sur les flux financiers illicites en Afrique du Sud. Je suis économiste et je m'appelle Michael Stemmer. Je travaille au sein de l'OCDE, au sein du Centre pour la politique fiscale et l'administration. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre participation aujourd'hui. Nous sommes ravis que cette question très importante sur les flux financiers illicites a attiré une telle participation. Nous souhaitons également remercier nos donateurs grâce auxquels cette séance ait pu être organisée. En ce qui concerne les questions que vous aurez, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat de la plateforme Zoom. Vous pouvez y accéder en cliquant sur Discuter tout en bas de votre écran et nous allons aborder les différentes questions à la fin de la présentation. Aujourd'hui, nous souhaitons parler de notre travail sur la conformité fiscale et flux financiers illicites en Afrique du Sud. Nous allons mettre l'accent sur la mise en pratique des données fiscales pour que nous puissions évaluer les différents flux financiers illicites. Afin de vous donner les grandes lignes, voici ce que nous avons à l'ordre du jour pour les prochaines 35 à 45 minutes. We will first of all present you with an Pour overview commencer, nous allons aborder la question: pourquoi les FFI sont-ils si nuisibles, notamment en ce qui concerne les pays en développement? Nous allons également parler de la difficulté dans la définition des FFI, mais également les différents défis auxquels nous sommes confrontés dans la manière dont on mesure ces FFI. Nous allons fournir les estimations mondiales et les difficultés de mesure et les raisons pour lesquelles nous avons tant de défis à relever. Nous passerons par la suite à l'échange d'informations, une nouvelle perspective sur la fraude fiscale et pour terminer, nous allons présenter de nouvelles perspectives du projet conjoint entre l'OCDE et l'Afrique du Sud. Il s'agit du Trésor public de l'Afrique du Sud, les nouvelles perspectives en ce qui concerne la conformité fiscale et les flux financiers illicites. Diapositive suivante. Merci. Afin de lancer cette présentation, je crois que l'on peut se mettre d'accord sur les flux financiers illicites et le fait que les FFI et l'évasion fiscale sont des préoccupations politiques pressantes pour les pays en développement et font l'objet d'une attention multilatérale croissante. Je souhaite mentionner deux jalons à cet égard, c'est-à-dire deux rapports aux deux entreprises. À titre d'exemple, nous avons le rapport Mbeke qui a été menée par la Commission africaine, l'Union africaine, et en 2015, qui a mis l'accent sur les FFI en Afrique. Pour la première fois, les FFI ont été cartographiés grâce aux statistiques commerciales. On a également une initiative menée par la CNCED et l'ONUDC qui tente actuellement de mesurer les FFI dans le cadre de l'indicateur 16.4 des ODD. La réponse fiscale de manière générale et la lutte contre les FFI et l'évasion fiscale sont des éléments essentiels pour la mobilisation des recettes et ressources intérieures. Encore plus après les réponses fiscales de nombreux gouvernements à la pandémie de COVID-19. Nous avons vu une augmentation de la mobilisation des ressources intérieures, ce qui maintenant plus que jamais nécessaire. Toutefois, nous rencontrons un principal défi, à savoir ces FFI sont par nature secrets et mal définis. Par conséquent, les FFI sont difficiles à analyser, à quantifier et à traiter par des politiques ciblées. Il s'agit d'un vrai défi. Cette présentation vous donnera un aperçu de la récente discussion politique sur les FFI, de la difficulté de mesure et d'une nouvelle approche dans le projet conjoint avec l'Afrique du Sud que j'ai déjà évoqué. Alors pourquoi les FFI sont si nuisibles?
Les FFI sont préjudiciables ou payés de multiples façons, indépendamment de leur apparence. Les FFI liés à la fiscalité et aux douanes représentent des montants substantiels de recettes fiscales perdues ou abandonnées, en particulier pour les pays en développement. Cet argent aurait été autrement consacré à la réduction de la pauvreté et des inégalités, à la préparation à la transformation structurelle des économies, à titre d'exemple, une transition vers une économie écologique ou même à l'atténuation du changement climatique. Les FFI peuvent épuiser les réserves de change, porter atteinte au commerce légitime et compromettre l'environnement commercial. Les FFI minent la base d'investissement des pays importants pour le financement des services publics essentiels ou des objectifs de développement durable. Ce sont des investissements qui ne sont pas dépensés sur des mesures ad hoc et d'autres mesures qui pourraient être mises en œuvre par les gouvernements pour les populations. Outre les aspects financiers, les FFI savent la confiance dans les gouvernements et dans les États. Ils peuvent diminuer le moral des contribuables, ce qui entraîne une érosion supplémentaire de la base d'imposition qui est parfois déjà réduite, et les FFI entravent la capacité du gouvernement à lutter contre la criminalité et à réduire la corruption, notamment parce que ces flux sont transfrontaliers et donc à l'abri de toute poursuite judiciaire. La lutte contre les FFI permettra non seulement d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures, mais aussi de soutenir le contrat social d'un gouvernement avec ses citoyens afin de créer un climat propice aux investissements du secteur privé. Diapositive suivante. Parlons de la difficulté de définir les FFI. Comme j'ai déjà mentionné, la catégorisation des FFI est une tâche difficile. Malgré de nombreuses tentatives dans le passé, à jour, il n'existe aucune définition commune des FFI, ce qui se traduit par des termes différents et parfois contradictoires, ce qui renforce ces différents fossés et qui empêche une réponse politique ciblée. Ce n'est que récemment qu'un consensus plus large a commencé à émerger. En 2005, Baker a parlé d'un capital qui fuit un pays avec les FFI, c'est-à-dire ces flux sont des flux illicites. En 2013, l'UNECA a également définit les FFI comme argent gagné, transféré ou utilisé illicitement. C'est une définition assez large, mais c'est une dimension de plus ajoutée à cette définition. Depuis lors, la nature des FFI en tant que flux transfrontalier généré par des transactions ou des opérations et contrevenant aux lois nationales ou internationales s'est imposée. En 2017, la Banque mondiale a défini les FFI comme un mouvement transfrontalier de capitaux qui est associé à une activité illégale dans la juridiction locale. Toutefois, malgré les différentes définitions qui existent, le terme flux financier illicite fait toujours l'objet de désaccords à des fins statistiques, ce qui rend difficile une mesure solide. Ensuite, comme j'ai déjà évoqué dernièrement, où l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies identifie la réduction des FFI dans la cible clé ou l'objectif clé, soit 16.4 plutôt des objectifs de développement durable. Cet objectif se réfère au flux financiers illicites afin de créer un indicateur permettant de mesurer les progrès accomplis. La CNCED et l'ONUDC a établi un nouveau cadre conceptuel. Et vous voyez le graphique à l'écran, à droite. Cette typologie offre un cadre supplémentaire basé sur les activités génératrices des FFI. Nous avons différentes catégories, à savoir les marchés illégaux, mais également d'autres activités. Quand on parle
de ces types d'activités illégales. On a les marchés illégaux, à titre d'exemple, le trafic, la contrebande, la corruption, à titre d'exemple, les pots de vin, détournement de fonds, le financement du vol et du terrorisme, activités fiscales et commerciales illicites. Comme vous voyez, quand on parle d'activités fiscales et commerciales illicites, dans le cadre de la CNUCED, chevauchent à la fois les activités légales et illégales. Nous avons également l'inclusion de la fraude fiscale qui est contestée. Les produits de ces activités sont considérés comme des FFI lorsqu'ils entraînent des flux transfrontaliers ou lorsque des actifs financiers sont transférés pour commettre des crimes ou en leur origine dans les crimes subventionnés. Diapositive suivante. Quelle est la différence entre l'évasion fiscale et les FFI? Il s'agit d'un débat contesté. Selon le cadre de l'ONUDC et de la CNUCED, il faut couvrir à la fois les FFI fiscales et commerciales légales et illégales. La composante illégale fait référence aux pratiques illicites des personnes morales ou physiques visant à dissimuler des revenus ou à réduire les obligations fiscales, c'est-à-dire l'évasion fiscale. Does legal by definition refers Juridique dans le cadre, donc légal par définition, fait référence à l'évasion fiscale. Toutefois, si l'évasion fiscale implique de manière générale une planification fiscale entreprise dans le respect de la lettre de la loi, il existe souvent une ambiguïté juridique importante quant au niveau de planification fiscale qui devient de la fraude. L'éventail, la ventilation de l'évasion fiscale doit donc être considéré comme un continuum d'activités dont les limites fluides entre la planification fiscale légale et l'évasion fiscale illégale constitue les extrêmes tels le propose la Commission européenne. Dans le contexte de l'indicateur des ODD ou du cadre de la CNUCED et de l'ONUDC, l'évasion fiscale agressive, bien que généralement considérée comme légale, a été incluse en tant que FFI. Toutefois, le fait de classifier extrêmement l'évasion fiscale ou le BEPS dans la catégorie des FFI peut entraîner les conséquences suivantes: d'accorder une attention insuffisante aux catégories de FFI mentionnées précédemment, c'est-à-dire les marchés illégaux ou différents types d'exploitation d'activités, ou des estimations faussées de FFI. Par exemple, lorsque les activités de multinationales résultent du choix de l'assiette fiscale des pays et pas forcément les activités entreprises par les multinationales en elles-mêmes. La distinction entre les formes licites et illicites d'évasion fiscale semble impossible à établir et par conséquent est potentiellement très subjective. Parlons des estimations mondiales et des différents défis liés à la mesure des FFI. Malgré les difficultés que pose la définition des FFI, plusieurs acteurs politiques ont tenté auparavant de quantifier les FFI. Vous allez voir que nous avons les montants obtenus qui sont aussi hétérogènes que les activités sous-jacentes supposées qui ont pu les générer. Différentes estimations sont basées sur des données commerciales, mais il est très important de penser aux différents rapports qui ont été faits. À titre d'exemple, les FFI des pays en développement 2018 étaient à la hauteur de 1,6 milliard de dollars. Un rapport Mbeki de 2015 estime que les FFI de l'Afrique pendant la période 2000 et 2008 sont à la hauteur de 162 milliards de dollars US. Si l'on pense à l'échelle mondiale de l'évasion fiscale individuelle à la richesse offshore, nous voyons que le patrimoine offshore non conforme en 2007 était de 5,6 000 milliards de dollars US et les résultats pour les pays individuels sont souvent dérivés des résultats agrégés. C'est-à-dire que nous avons également GFI qui estime que les FFI de l'Afrique du Sud s'élèvent annuellement à 21 milliards de dollars
US sur la période 2008-2019. Toutefois, qu'en est-il des défis? Les difficultés de mesure des FFI sont dues en particulier à leur nature cachée. Comment mesurer quelque chose qui est caché? Il est donc difficile pour les stratégies conventionnelles utilisant par exemple des enquêtes auprès des ménages, des entreprises ou des institutions financières afin de produire des estimations fiables. Au lieu de cela, comme le dit le rapport Mbeka ou GFI, les approches les plus couramment utilisées sont descendantes. Les FFI sont mesurés en utilisant les erreurs et les asymétries des données agrégées dérivées des statistiques de portefeuille ou de commerce. Toutefois, l'exploitation des asymétries dans les données bilatérales fait souvent l'amalgame entre les erreurs de mesure statistiques et les FFF, ce qui donne lieu à des chiffres gonflés. Ces écarts peuvent, par exemple, résulter d'un calendrier différent dans les statistiques commerciales ou d'erreurs de déclaration. Les estimations basées sur les statistiques commerciales et miroirs sont donc considérées comme peu fiables en raison de difficultés liées à la disponibilité de données, aux hypothèses arbitraires ou même à l'agrégation des catégories. À titre d'exemple, je peux parler de plusieurs cas. Ces méthodologies descendantes mettent l'accent que sur les flux sortants et on ne peut pas, par conséquent, prendre en compte les FFI inversés. Il y a également parfois des différences statiques entre les importations et exportations assumées pour prendre en compte les frais de livraison, des frais fixes, des honoraires fixes de 10% ne sont pas réalistes lorsque les coûts commerciaux et les frais d'envoi diffèrent d'un pays à un autre. Et ce, sur la base de différents facteurs, à savoir la distance entre les différents pays et le type ou le mode de transport utilisé. En outre, les échantillons sont parfois très limités, qui ne considèrent que les relations bilatérales et ne prend pas en compte les méthodologies hybrides qui ne cessent de changer d'une année à une autre. Diapositive suivante. Quelle est la conclusion? Au lieu d'utiliser cette méthode approche descendante, nous devons analyser et mesurer les FFI dans un contexte qui est spécifique à chaque pays. Pourquoi? Parce que des pays différents peuvent être exposés à différents types de FFI. À titre d'exemple, il existe certains pays qui ont des économies intenses en ressources, qui sont susceptibles à avoir des flux illicites de braconnage ou de passage. Parfois, le blanchiment d'argent est un problème plus important. D'autres économies beaucoup plus ouvertes souffriraient peut-être davantage des FFI basés sur le commerce. Lorsqu'on essaie de mesurer les FFI, il faut regarder le contexte. Par conséquent, les stratégies ascendantes qui utilisent des données granulaires provenant des déclarations d'impôts et des audits fiscaux tentent d'identifier les différentes composantes des FFI et de produire des estimations pour chacune d'elles. Ces stratégies sont mieux à même de tenir compte de la structure économique et de l'environnement institutionnel d'un pays qui détermine les composantes pertinentes des FFI, leur taille et la capacité institutionnelle à le combattre. Les pays en développement, toutefois, qui sont très souvent les principales victimes des FFI, peuvent également manquer de mécanismes de notification de capacité d'exécution afin de détecter et combattre de manière efficace les FFI. Une perspective spécifique à chaque pays qui se concentre sur les composantes pertinentes des FFI permet donc d'adopter une approche beaucoup plus adaptée
pour évaluer les FFI et apporter la réponse politique adéquate. Nous allons maintenant regarder l'échange d'informations, les différents mécanismes qui existent. Nous avons des mécanismes automatiques, notamment les normes qui nous fournissent une nouvelle perspective et nous pavent le chemin vers les différentes composantes des FFI. Lorsque l'on parle de l'échange d'informations, nous allons mettre l'accent sur les FFI fiscaux. O'Reilly et al. Et avec les collègues de l'OCDE, ont analysé l'impact de l'échange d'informations sur les dépôts bancaires mondiaux dans les centres financiers internationaux. Comme vous voyez à l'écran, à droite, nous avons la progression, l'évolution des différents dépôts bancaires mondiaux dans les centres financiers internationaux. Nous constatons que les dépôts dans les CFI ont atteint un pic au premier trimestre 2008 plutôt, avant la crise économique de 1,7 milliard de dollars. Depuis lors, nous avons constaté une baisse substantielle de 410 milliards de dollars, soit 24% jusqu'au premier trimestre 2019. Il ne s'agit pas d'un déclin linéaire. Une forte réduction a eu lieu au lendemain de la crise financière, avec une chute de 13% entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2011, et la baisse s'est poursuivie depuis lors avec un nouveau recul de 11%. Cette réduction a été associée à une baisse de 22% des dépôts étrangers des CFI, et ce à cause du début de l'échange automatique d'informations, AEOI étant l'acronyme en anglais. Les implications en matière de politique fiscale deviennent encore plus pertinentes lorsqu'un pays adopte un compte de capital plus ouvert et un processus continu d'adhésion au Code des mouvements de capitaux de l'OCDE. La libéralisation des comptes de capital peut contribuer à la croissance, mais expose également les pays en développement à la possibilité d'une augmentation des flux sortants vers les CFI et potentiellement vers les FFI, une préoccupation importante et un axe de travail dans le processus d'adhésion au Code de l'OCDE. Dans le cadre de la libéralisation de leur compte de capital, les décideurs politiques en pays en développement doivent s'attaquer aux problèmes de BEPS et des FFI tout en garantissant des investissements suffisants pour le développement. En même temps, des contrôles de capitaux plus légers, plus transparents et moins complexes peuvent diminuer les risques de contournement par des structures opaques. Et pour cette entreprise, l'échange d'informations est un outil essentiel et grâce aux différents standards de reporting, nous pouvons renforcer la résilience d'un pays lors de ce processus d'adhésion afin d'atténuer et combattre les FFI. Il y a une nécessité de meilleure stratégie de mesure des FFI et les responsables politiques de pays en développement doivent absolument mieux comprendre la relation entre les flux de capitaux illicites, les politiques fiscales et les contrôles de capitaux. Une nécessité de meilleure stratégie de mesure des FFI qui tiennent compte des risques propres à chaque pays. Et ce, grâce à la libéralisation des comptes. Davantage. Très bien. Nous allons maintenant regarder de nouvelles perspectives suite à un projet conjoint de l'OCDE et du Trésor national sud-africain qui combine à la fois les deux points essentiels, c'est-à-dire le focus sur le pays et pour l'Afrique du Sud, une composante très importante, à savoir les FFI fiscaux. Veuillez noter que
Cette partie de la présentation et les résultats qui seront montrés sont toujours d'un stade précoce. Il s'agit d'un travail en cours. Par conséquent, nous ne pouvons partager que certaines parties, certains aspects de nos résultats. Diapositive suivante. Merci. Pour commencer, nous allons planter le décor. Le projet conjoint de l'OCDE et du Trésor national sud-africain vise à évaluer la conformité fiscale, le patrimoine étranger non conforme et les FFI. L'Afrique du Sud doit augmenter son potentiel de croissance des recettes afin de mobiliser davantage des ressources intérieures, mais tout cela dans un contexte de défis socio-économiques importants et des taux de croissance assez modestes. L'Afrique du Sud a lutté contre la pandémie de COVID-19 et ce, grâce aux différentes mesures fiscales. Toutefois, ces mesures et les pressions ont encore exacerbé les défis économiques et fiscaux en raison d'une forte réaction fiscale et de confinements stricts qui ont impacté de manière négative la croissance économique. Les fortes pressions sur les dépenses ont entraîné des passifs éventuels et une trajectoire de la dette il faut aborder cette question. Une dépendance relativement élevée à l'égard de l'impôt sur le revenu, soulignant la nécessité d'une administration fiscale et de capacité de collecte des recettes qui fonctionnent bien. Dans le cadre de ce projet, les FFI sont définis comme des flux qui ne sont pas déclarés aux autorités fiscales sud-africaines. Encore une fois, c'est une définition, un focus assez étroit sur une composante des FFI. Les personnes engagées dans d'autres types d'activités illégales, à titre d'exemple le blanchiment d'argent, ne sont pas non plus en règle avec le fisc. Veuillez noter que lorsque l'on parle de personnes engagées, d'individus, quand on parle de l'évasion fiscale d'une multinationale, cela est également inclus dans cette définition. Diapositive suivante. Quelques questions clés de l'analyse qui sont abordées dans le rapport. Quelles sont les principales caractéristiques de richesse étrangère détenues par les Sud-Africains? À titre d'exemple, qui détient des richesses étrangères non conformes où la richesse non conforme était détenue? Quelle est la nature et le montant des avoirs non conformes? Les stocks de richesses étrangères sont-ils cohérents avec les schémas des FFI suggérés dans la littérature? Les contribuables réagissent-ils au développement de la transparence fiscale? Quel est l'impact de l'échange d'informations sur la non-conformité fiscale et qui se manifeste et quand? Encore une fois, veuillez noter que l'étude est encore confidentielle et que les résultats ne peuvent être divulgués que partiellement. Diapositive suivante. Penchons-nous sur les données et la méthodologie appliquée. Nous utilisons différentes sources de données pour cette analyse et c'est en ligne, comme je l'ai dit, avec une approche du bas vers le haut, qui est plus en lien avec les besoins d'une analyse spécifique pour les pays et qui requiert de se concentrer sur des sous-composantes. Donc, différentes sources ont été analysées pour ce rapport, fournies par les services des recettes fiscales, des données donc sur les impôts provenant des SARS. Les données sont anonymisées, des données des contribuables individuels sur leurs revenus en capital. Nous avons également des données déclarées par type de revenu et un programme spécial de divulgation volontaire.
On a également des données anonymisées de contribuables individuels sur le total des actifs déclarés, les juridictions, les types d'entités, grâce à ce programme de divulgation volontaire. Et grâce à cela, nous avons également accès à des données individuelles anonymisées de contribuables sur le type de demande, de catégorie et de défaut d'imposition. Des informations sur les comptes échangés dans le cadre du CRS, analysées par la Trésorerie nationale. Et donc, on essaye de regarder d'un point de vue politique comment on peut s'attaquer à cette problématique du FFI. Donc, la non-conformité est un problème. Et le problème, c'est que ces FFI sont difficiles à observer. Comme on l'a dit, avant les stratégies traditionnelles applicables, avant de pouvoir l'appliquer, il faut bien comprendre ce qui se passe en matière de FFI dans un certain pays. Donc, nous nous sommes appuyés sur des outils de mesure indirecte, tels que des statistiques descriptives, des déductions causales, des approches de différence dans les différences. Et donc, toutes les mesures sont dans une certaine mesure fondées sur des hypothèses, mais donc étayées par des données. Les résultats ne peuvent donc que fournir des indications sur le degré de non-conformité sur ces flux illicites et pas forcément des chiffres très précis sur les montants concernés. On peut avoir différentes approches du bas vers le haut. Nous, notre approche, elle s'est appuyée sur les données des SARS. Et avec cette approche, on a essayé de faire le bilan des richesses étrangères dans ces centres reportés par le SARS pour essayer de faire le bilan de la non-conformité. À nouveau, on a essayé d'étayer ça avec des données. Et ensuite, on a essayé d'estimer les montants. C'était la dernière étape. Donc, on a fait une estimation des montants des flux annuels qui généraient ce stock en supposant un taux de rendement et une période de détention fixe. En général, on a utilisé les flux, on les a analysés. Mais nous avons pris une approche différente puisque nous avons regardé les stocks de richesses étrangères sur la base des données des comptes étrangers. Nous avons essayé d'évaluer combien de ce stock était non conforme. Et à partir de cela, on en a déduit quels sont les flux financiers illicites qui auraient été nécessaires pour créer cette non-conformité sur les stocks étrangers. Donc, c'est un peu une approche inversée qui nous a permis d'être un peu plus agnostique sur ces flux. Par ailleurs, une deuxième approche sur laquelle nous nous sommes appuyés, ça a été en capitalisant les revenus étrangers provenant des nouvelles déclarations fiscales autour de la mise en œuvre des initiatives de transparence pour estimer le stock de richesses étrangères non conformes. Donc, pour les différents flux de revenus de capitaux ont été résumés et ensuite multipliés par le rendement grâce aux documents existants et on les a mis en rapport avec la période de détention. Diapo suivante. Regardons donc les résultats, en particulier sur ce qui concerne les schémas de non-conformité transfrontalière. Donc, le programme de divulgation volontaire, notamment sur les richesses offshore et le programme en Afrique du Sud, nous a fourni
des informations précieuses, mais ça n'était pas c'était une information, granulaire, mais qui ne faisait qu'une petite partie d'une petite pièce du puzzle. Et il apparaît que l'inobservation fiscale a une histoire relativement longue, concentrée parmi les récepteurs et ceux qui bénéficient d'un haut revenu. Alors que de nombreux contribuables déclarent une courte période d'évasion, les contribuables disposant de grands volumes de richesses étrangères non conformes ont tendance à rester non conformes plus longtemps. Et la plupart des contribuables non conformes conservent leurs avoirs étrangers dans des centres financiers internationaux. Les contribuables non conformes ont tendance à investir principalement dans des trusts, des fonds et des actions ou des obligations et des dépôts bancaires étrangers. Par ailleurs, la plupart des fonds d'investissement ont été constitués et également gérés par des juridictions, dans les juridictions de ces centres financiers internationaux. Diapo suivante, les données de ces CRS offrent de nouvelles perspectives potentielles sur la richesse étrangère non déclarée et les flux financiers illicites. Et donc, ces données, elles peuvent vraiment fournir aux autorités fiscales des informations supplémentaires substantielles qui vont au-delà de ces sources, étant donné qu'elles sont spécifiquement dédiées aux aspects fiscaux. Les CRS permettent une analyse plus détaillée de la non-conformité puisque cela donne des informations sur le propriétaire du compte, mais également la localisation. Par exemple, une grande partie des comptes est domiciliée à l'étranger, sur ces centres à l'étranger, et déclare des montants importants d'actifs étrangers. De nombreux comptes CRS, mais pas tous, peuvent être mis en correspondance avec les données des déclarations fiscales en fonction des juridictions, parce que certaines juridictions ne fournissent pas suffisamment d'informations. Ça, c'est surtout pour les comptes plus anciens qui existaient avant l'introduction des CRS dans les pays respectifs. Diapo suivante. Donc, maintenant, les comportements des contribuables dans un contexte de transparence accrue. Donc, comment réagissent les contribuables à l'échange d'informations automatique? Donc, souvent, la mise en œuvre de cet échange d'informations a engendré une popularité accrue des programmes de divulgation volontaire, même juste avant le début de cet échange automatique. Et c'était un vrai signe que l'initiation de cet échange d'informations automatisé a engendré également une réaction accrue de la part des contribuables aux initiatives de transparence fiscale. Il y a eu plus de déclarations fiscales, notamment de la part de contribuables qui n'étaient pas connus des services fiscaux et ont tendance à divulguer plus souvent les montants plus importants de revenus des capitaux étrangers grâce à cet échange automatique d'informations. Aux alentours de 2014, donc quand on a annoncé ce programme d'échange automatique d'informations, il y a eu également plus de déclarations des revenus de capitaux étrangers. Et les montants divulgués ont également augmenté au cours de l'année 2017. Au-delà de l'échange automatique d'informations, il semble
que les demandes des particuliers et des contribuables aient voulu faire partie de ces programmes de divulgation volontaire. Au début, les réactions donc, les montants des revenus du capital étranger déclarés par les nouveaux déclarants, les nouveaux contribuables ont également atteint donc un pic en 2017 et les plus hauts revenus ont été notamment déclarés au cours de l'année 2017. Donc, au-delà de cet échange automatique d'informations, la différence de normes de transparence fiscale entre cet échange d'informations automatique et l'échange d'informations sur demande semble également avoir induit des comportements différents de la part des nouveaux contribuables et des anciens contribuables. Mais dans l'ensemble, il semble bien que les initiatives ont augmenté considérablement la conformité des contribuables et nous espérons que ce soit encore le cas à l'avenir. Donc, pour conclure, les flux financiers illicites sont très difficiles à définir et à identifier ainsi qu'à mesurer, mais des mesures qui soient basées sur des données agrégées peuvent conduire à des estimations parfois confuses ou surestimées. Les approches fondées sur des données granulaires telles que les SNPC plutôt, ou des contrôles fiscaux sont également fondées sur des hypothèses et ne peuvent que permettre des approximations de la taille réelle et des volumes réels de ces flux financiers, mais ils peuvent quand même aider à évaluer la cohérence des estimations agrégées. Donc, comme on l'a montré, le projet conjoint avec les autorités sud-africaines, les flux financiers illicites doivent être considérés dans un contexte spécifique à chaque pays et doivent être analysés et mesurés en conséquence. Donc, une collaboration étroite entre l'OCDE et les programmes respectifs dans les pays est nécessaire si l'on veut mieux comprendre les contextes spécifiques de chaque pays et se concentrer sur les différentes sous-composantes des flux illicites pertinentes pour chacun des pays afin d'avoir une réponse politique personnalisée de la part des gouvernements nationaux. Combattre les flux financiers illicites au niveau national requiert le développement de compétences analytiques au sein des autorités nationales et une coopération interagences accrue au niveau national et international. Je vous remercie de votre attention. Je crois que nous allons pouvoir répondre à certaines des questions du public. Donc, je vais vérifier s'il y a des questions dans le chat. Donc, j'ouvre le chat. Alors, la première question, c'était comment est-ce qu'une architecture de système international qui vise à éradiquer les flux illicites, comment pouvez-vous y arriver étant donné qu'il y a des lois financières et des réglementations différentes dans les différents pays? Alors, comme je l'ai dit, les flux financiers illicites sont, dans la grande majorité, des problématiques très spécifiques aux différents contextes des pays. Ça dépend bien entendu des institutions et de l'architecture du pays. Alors oui, certains flux financiers illicites sont transfrontaliers, mais ils vont également à l'encontre des lois nationales. Et donc, il est nécessaire d'avoir une approche plus systémique au niveau international, basée sur deux piliers. Tout d'abord, le pilier national,
où les réglementations nationales et le contexte national pour trouver les flux illicites doivent être pris en compte. Deuxième pilier, c'est le contexte international, comme vous y avez fait référence. Par exemple, les mécanismes globaux tels que l'échange d'informations et des initiatives mondiales que nous avons au sein de l'OCDE sont des outils essentiels pour atténuer ces flux financiers illicites au niveau mondial et améliorer la transparence, notamment la transparence fiscale, en particulier pour ce qui est des mouvements financiers et des mouvements de capitaux. Deuxième question. L'évasion fiscale et les FFI peuvent avoir un impact sur la stabilité d'un pays. Comment trouver des solutions à cela et comment protéger les contribuables qui respectent la loi? C'est une bonne question et d'ailleurs qui revient à la première. C'est un défi, notamment pour les pays en développement, à l'évidence. Cependant, d'un autre côté, pour le système financier mondial, il faut qu'il y ait un système capable de répondre aux besoins des citoyens du monde. À nouveau, c'est l'un des piliers, à savoir qu'il faut qu'un système international soit en place. Et le premier pilier qui, là, dans ce cas présent, est d'autant plus important dans ce cas-là, c'est le système national, puisque le système national, la réglementation nationale, va déterminer ce qui peut être fait pour combattre ou atténuer du moins les flux financiers illicites, ce qui est déclaré dans les banques intérieures, où vont les fonds et par quel canal ils sont envoyés à l'étranger ou est-ce qu'il y a du blanchiment d'argent. Donc le système national joue un rôle important dans les pays également. Comme on a déjà dit, le blanchiment d'argent et le mouvement de matières premières sont deux parties inhérentes de ces flux financiers illicites et ils doivent être adressés. Si vous avez des contribuables qui respectent la loi, il n'y a rien à craindre. Si vous ne faites pas si vous ne vous adonnez pas à des activités contraires à la loi. Il y a une autre question. Le blanchiment d'argent commercial est également inhérent aux flux financiers illicites. Le blanchiment d'argent, effectivement, est une partie importante de ces FFI. Il y avait d'autres questions, je crois. Aïssatou, à nouveau. Alors, ça, c'est une question qui est liée à la COVID-19. Pendant la COVID-19, il est encore davantage important d'améliorer la résilience des populations à l'aune des ressources, des menaces auxquelles nous allons être confrontés à l'avenir. Comment mettre en place des mesures plus robustes contre le crime organisé transnational et la mise en œuvre de systèmes judiciaires criminaux plus efficaces? Comment renforcer les capacités afin d'avoir les ressources nécessaires lorsque certains pays ont accès à des ressources limitées et où la corruption
est banal. À nouveau, comme je l'ai dit, le renforcement des capacités au niveau national, au sein des autorités nationales, est un élément important pour ce qui est de la détection, mais également pour appliquer les lois. Et la corruption doit être, à ce titre, considérée comme une pratique illégale également. La corruption, c'est une pratique standard et ça peut être acceptable dans certains contextes, dans certains pays, mais ça reste illégal du point de vue juridique. Par conséquent, c'est quelque chose qui doit être évalué. Et les lois à l'encontre de la corruption doivent être appliquées. Et c'est là que les autorités nationales doivent renforcer leurs capacités afin de détecter la corruption, mais également appliquer les lois avec les forces de police. On a quelqu'un qui a déjà répondu, donc Pierce a répondu, super. Dans le contexte de l'Afrique du Sud, donc c'est une question de Erickson Utaswa, j'espère avoir bien prononcé votre nom. Dans le contexte de l'Afrique du Sud, quel est le but principal de la lutte contre le flux financier illicite? Alors, c'est d'augmenter la mobilisation des ressources intérieures, augmenter les recettes fiscales et le potentiel de ces dernières, et en particulier, comme nous l'avons vu, et avec la COVID-19, et ce n'est pas un problème uniquement pour l'Afrique du Sud, mais je crois que cela va même au-delà du contexte des pays en développement, puisque nombreux pays, de nombreux pays ont réagi de manière assez rigide à la COVID-19 et on a besoin de fonds si on veut améliorer la qualité des services publics pour atténuer également les impacts du changement climatique et pour préparer les sociétés, préparer les économies, en particulier dans les pays en développement, pour se préparer à l'avenir et aux défis à venir, notamment avec des transformations structurelles. Donc, combattre les FFI, c'est un élément essentiel pour mobiliser les ressources intérieures et cela doit se faire de manière ciblée avec un processus personnalisé et spécifique aux pays concernés. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Non? Eh bien, il semblerait que j'ai répondu à toutes les questions. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais à nouveau vous remercier. Merci de votre attention. Merci également de votre patience. J'espère. Ah, pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui a levé la main. Non? Il y a un participant qui a levé la main, mais la personne a à nouveau baissé sa main. Alors, non, il n'y a plus de main levée. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, étant donné que nous sommes dans les temps, il est l'heure pour moi de clore cette session à nouveau. Je vous remercie et j'espère que vous resterez avec nous pour la suite également, qui arrive incessamment sous peu, juste après cette session. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je vous remercie.